Je vous propose aujourd'hui enfin le guide complet contre la surveillance de masse. Et vous allez voir, cette vidéo va être très simple à comprendre. En même temps, elle sera quand même assez longue. Mais on va regarder point par point en détail. Donc aujourd'hui avec ce guide, vous allez comprendre comment la France nous surveille, comment potentiellement on peut se protéger et plein de cas pratiques. Disclaimer qu'aucune forcément de ces mesures n'est sûre à 100%. Ce qui est sûr, c'est que ça réduira le risque. Ce n'est pas inutile, ça sera forcément bénéfique, mais on ne peut rien garantir contre une surveillance de masse massive. Et vous allez le voir dans cette vidéo dès maintenant, qui touche tout le monde et à tous les niveaux. Alors, on va commencer avec 4 couches de protection. Pour se protéger d'une surveillance de masse, moi je vais prendre 4 couches de protection. On va parler de la protection matérielle, ce qu'on appelle souvent la protection hardware, qui va comprendre les composants de votre ordinateur, les firmware et les pilotes propriétaires qui sont nativement dans votre carte mère. On parle pas de pilotes secondaires, ce ne sont pas des pilotes qui sont disponibles sur votre OS, votre système d'exploitation, mais ce sont des pilotes, ce qu'on appellera surtout firmware, qui sont préinstallés, préconfigurés, soudés dans les micropuces, notamment dans les microprocesseurs, dans les GPU ou dans les puces de BIOS notamment, dans les matériels, donc dans la partie hardware. Donc ça c'est la première couche. Ensuite on va avoir la protection software, la protection système, qui comprend la protection de notre OS, Windows, Linux, macOS, voilà, c'est notre OS. Donc on utilisera un OS libre pour se protéger. On utilisera des configurations et des éléments de gestion de la télémétrie précise pour se protéger au niveau de l'OS. Donc ça c'est la deuxième couche. Ensuite on a la couche applicative qui est la troisième couche. Donc pareil, l'application libre, open source. La gestion de nos métadonnées, globalement ça rentre dans cette case application protection 3. Et la protection 4, j'ai nommé la protection réseau. L'anonymisation et le chiffrement, ainsi que tout ce qui va être aux alentours du réseau, un firewall, logiciel matériel et des configurations de route avec un routeur, une entrée réseau. Globalement c'est ça. Donc déjà avec ces 4 couches et les petites informations de détail, vous avez déjà le contexte de la vidéo. Et là on va voir un à un ces couches, on va détailler le risque et on va détailler des techniques pour se protéger. Vous aurez dans les commentaires des informations complémentaires, des documentations à lire et je suis bien sûr totalement disponible pour vous répondre si vous avez des questions. J'aimerais rajouter quand même une protection supplémentaire, en l'occurrence 4 protections supplémentaires. C'est un petit extra. Alors, on a la protection électromagnétique, l'électromagnétisme, avec donc fuite d'informations, interception de données, donc on peut extraire des données et on peut en intercepter. 2 choses importantes. On peut aussi en injecter, dans certains cas très spécifiques. La deuxième partie, les ondes radio. Pareil, l'espionnage et l'interception des flux. Troisième partie, suppression des traces. On va anonymiser des fichiers, par exemple, anonymiser un disque dur, supprimer correctement un disque dur, et protection de vos données, quelles que soient. Données stockées sur des serveurs, données stockées sur votre disque dur, c'est à peu près, voilà, suppression des traces, protection. Et la quatrième et dernière partie de cette partie extra, nos métadonnées. Alors là, c'est un peu spécifique. Globalement, gestion de nos métadonnées en règle générale et anonymisation de nos métadonnées. Voilà pour les 4 parties extra. Et on va commencer tout de suite donc avec les couches de protection. On commence maintenant. Alors, je vous ai feinté. Avant de commencer, directement, je voulais vous mettre une petite slide très importante. En France, qui nous surveille? Ça va être 4 acteurs assez importants et c'est assez fou parce que vous verrez très peu de vidéos qui détaillent ça, qui détaillent ces acteurs et qui en parlent ouvertement. Le premier, c'est le plus connu, c'est la DGSE et la DGSI, la Direction Générale du Renseignement Extérieur et la Direction Générale du Renseignement Intérieur. I pour intérieur, E pour extérieur. Donc elle, en l'occurrence, oui, elle nous surveille. Elle fait de la surveillance de masse. Elle effectue de la surveillance en ligne, notamment sur tout ce qui est menace, ce qui menace les intérêts de la France, que ça soit à l'étranger ou entre guillemets, si je peux me permettre, en interne. Et donc ces 2 agences de renseignement travaillent main dans la main et effectuent de la surveillance de masse. Alors notamment les écoutes téléphoniques,
ça va être les interventions dans des cas très spécifiques de criminels, de cyberterroristes ou terroristes. Voilà, c'est eux qui vont être à la source, qui vont écouter les flux, qui vont intervenir sur les flux réseau, les flux radio, les flux électromagnétiques. Ils ont des équipes voilà, qui sont formées, qui sont non-stop dans toute la France, prêts pour surveiller et surveillent tous les Français tout le temps, non-stop. Et donc voilà, ça en fait un des premiers acteurs majeurs sur la surveillance de masse. Voilà, ça je pense que tout le monde ici le savait déjà, mais je voulais quand même insister. Ensuite, on a la DRSD. La DRSD est une entité qui veille, en l'occurrence, à protéger l'intégrité de la France et, en l'occurrence, l'intégrité de la sécurité nationale. Donc, ils vont intervenir dans les différents services, notamment français, entre autres, et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, il n'y ait pas de risque pour les process de sécurité nationale, sécurité de la nation, c'est-à-dire qu'ils vont auditer la DGSE par exemple, la DGSI, ils vont vérifier que des entreprises privées comme publiques soient conformes, ne mettent pas en péril les activités de l'État. Et en parallèle, la DRSD peut mener aussi des actions de surveillance. C'est pas son objectif premier, mais elle peut être amenée à le faire dans le sens où voilà, cette surveillance liée à ces actions de vérification des différents services et entreprises l'amène forcément à devoir ouvrir son spectre et vérifier dans certaines affaires, dans certains cas, avec des particuliers, avec des citoyens français, en faisant de l'espionnage, en faisant de l'écoute, en faisant de la vérification par le biais de leur base de données, de leurs différents outils. Donc ils sont quand même acteurs importants de cette surveillance de masse collective de différentes entités en France en l'occurrence. Ensuite, on a tout récent, on a le ComCyber qui est une pareil un pôle important en France sur la surveillance de masse et qui en l'occurrence lui est vraiment affecté aux attaques cyber et donc ne sera par exemple par rapport à la DRSD sera moins axé sur la protection interne de l'État mais plus sur des opérations militaires cyber. Qui vont comprendre forcément de l'écoute de personnel, de l'écoute de la population, de suivi en ligne, de vérification dans certaines affaires, de poursuite de personnes criminelles de crimes cyber, et vont avoir les capacités opérationnelles de surveiller, d'écouter et d'accéder à nos communications, d'où l'importance de se protéger, de s'anonymiser, de chiffrer tout ça. Voilà. On a un service qui est le dernier et puis qui est le plus méconnu, c'est incroyable, même moi j'ai galéré à le trouver et c'est un truc de fou. Il a été, si je vous dis pas de bêtises, il a été officialisé sous le mandat de François Hollande et par le biais d'un de ses ministres à l'époque, c'est le PNCD. Très peu de personnes connaissent et c'est tellement peu connu qu'il n'existe officiellement pas de logo trouvable en ligne. Ouais, c'est ça en fait, le seul logo qu'on trouvera sera relié en fait à la SGDSN, donc le secrétariat général des armées. Et en l'occurrence on ne trouvera aucun logo directement affilié au service PNCD. Donc le service PNCD correspond vraiment à un service très très caché et donc j'ai la confirmation sous les yeux. En 2020, François Hollande et Jean-Yves Le Drian ont admis l'existence donc, depuis 1999 d'un service chargé de déchiffrer les messages codés. Et il a été officialisé donc il y a quelques années et c'est assez flou encore une fois et donc voilà c'est un peu une révélation. Très peu de personnes connaissent ce régime, cette comment on pourrait dire oui, ce service spécifique, donc une plateforme nationale de cryptage et de décryptement, en l'occurrence de chiffrement on devrait dire et de déchiffrement, ce serait plutôt le terme, qui exploite des failles et permet de chiffrer et déchiffrer des communications chiffrées pour d'autres services. Donc c'est notamment eux qui vont intervenir si la DGSE ou la DGSI n'a pas la possibilité de chiffrer ou déchiffrer des documents, souvent déchiffrés. C'est ce service-là très spécifique qui sera chargé d'intervenir pour d'autres agences, pour du déchiffrement notamment, et donc qui travaillent en corrélation les mains dans la main. Donc je vous montre aussi en direct ce petit tableau qui est public, qui est disponible au téléchargement sur une infographie qui a été réalisée par l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, ce qui s'appelle l'INHESJ, si je vous dis pas de bêtises, et qui propose ce magnifique diagramme
de gestion de crise et de chaîne cyber. Et ça, c'est incroyable parce que ça vous permet de voir en fait comment gère la France sa gestion de crise cyber. Donc on va voir des éléments intéressants. On va voir la DRM, Direction Générale du Renseignement Militaire. On va voir la DGSE, juste ici. On va voir la DRSD dont on en a parlé. On voit qu'on a l'état-major, on voit qu'on a la DGA, Direction Générale de l'Armement. On a la SGDSN, Secrétaire Général pour l'Administration. Ah oui, non, c'est la SGA, je crois, j'arrive pas trop à lire. Secrétariat Général pour l'Administration. Ouais, SGA. Ouais. Vous voyez, même moi je découvre des trucs, c'est incroyable. On découvre énormément de choses. On voit qu'on a le service de santé des armées, Marine nationale, armée de l'air, armée de terre, pôle d'excellence cyber. Donc vous voyez, un pôle d'excellence cyber, le PEC, Factory. Donc ce sont des pôles de développement cyber qui travaillent en corrélation avec donc le Com Cyber, qui est tout récent, qui lutte en défensif contre des attaques militaires cyber. Voilà. Là on a la fameuse SGDSN imprononçable. On voit qu'on a l'ANSSI, on retrouve pas mal d'agences, la DGSI sur tout ce qui est extérieur. On va avoir la SDLC, sous-direction de la lutte contre la criminalité. On va avoir le centre de lutte contre la criminalité numérique, la C3N, ça vous voyez, c'est incroyable, on ne le connaît pas tous. Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies, la BEFTI, pareil, on ne connaît pas tout ça. La SDA, en cas d'attaque qualifiée de terroriste, vous voyez. Perceval, Pharos, c'est eux. On va retrouver la DNRED, Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Tribunal de Paris. Voilà, c'est incroyable. Franchement, plein d'informations. Vous retrouverez le téléchargement dans la description si ça vous intéresse. Je tenais à vous le mettre et ça va en corrélation avec qui surveille la France. Notamment tous ces ensembles-là travaillent ensemble et peuvent, dans certains cas, pas tout le temps, tous ces ministères, toutes ces agences ne sont pas liées à de la surveillance de masse, bien entendu. Mais dans certains cas, peuvent avoir accès à certaines choses parce qu'elles collaborent entre elles. Notamment DGSE, DGSI, même le C3N peut collaborer. Lutte contre des cybercriminels, dans certains cas, vont pouvoir échanger entre elles. Et donc ça vous permet d'avoir une visibilité. Alors, on va repartir. On avait dit, on commence par protection du matériel. Je vous rappelle que c'est un guide pour se protéger de la surveillance de masse avec des bonnes pratiques. Pour la protection du matériel, on commence tout de suite. On va parler avant tout des différents constructeurs. Pour se protéger d'une surveillance de masse, ça commence à la source. Ça commence avec ce qu'on a dit, le hardware. Donc, on peut avoir une faille avant d'installer un système dans un hardware, dans un PC. Vous achetez un PC Made in China à 100% sur Temu. Forcément, il y a plus de risques. PC de mauvaise qualité, PC qui ne traite pas directement avec un constructeur reconnu, qualifié et certifié. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas si le chipset, le processeur est un officiel, un faux. Si c'est un faux, est-ce qu'il a les mêmes bons drivers, les mêmes bons firmware? Est-ce que ces firmware-là ne sont pas corrompus dès la sortie d'usine? Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, je vais vous parler de plusieurs modèles. On va avoir les HP, on va avoir les Asus, on va avoir en l'occurrence du Lenovo aussi, ça c'est du Dell. Donc tous ces modèles-là, finalement, techniquement, ils sont fiables. Mais il faut faire attention. Moi, je vous recommande, pour vous protéger contre la surveillance de masse, de ne pas acheter des modèles récents. Pour deux choses. Les modèles récents, c'est très très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les modèles récents aujourd'hui ont deux types de choses différentes. On a ce qu'on appelle un BIOS et ce qu'on appelle un UEFI. En réalité, un BIOS, c'était avant. C'était les micro-logiciels bas de gamme 0. L'UEFI, c'est l'équivalent du BIOS amélioré. C'est un mini-système, alors qu'à la base, le BIOS, c'était un programme avec un clavier, sans couleur, avec 2-3 lignes et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, forcément, les BIOS qu'on appelle BIOS aujourd'hui sont des UEFI et donc ce sont des mini-systèmes d'exploitation où vous avez de la couleur, vous pouvez gérer tout, vos ventilateurs, la température, vous avez des interfaces graphiques où on navigue avec la souris, c'est totalement différent. Le problème quand vous achetez un PC qui est neuf, c'est qu'il aura forcément un UEFI et plus l'UEFI est récent, plus il va pouvoir faire des choses. Vous avez des UEFI qui se connectent à Internet, qui font leur mise à jour BIOS automatiquement,
qui peuvent faire des montées de firmware automatiquement, qui se connectent au serveur du constructeur. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que vous aurez à peine démarré votre système d'exploitation, que via l'UEFI, il va pouvoir automatiquement se connecter au serveur de votre constructeur si vous êtes connecté à Internet. Il va échanger directement, il va se mettre à jour automatiquement. Et ça, il y a un risque. Déjà, de télécharger une mauvaise mise à jour, de télécharger un malware à la place d'une mise à jour officielle, si on passe pas par les serveurs ou que la destination du serveur constructeur est remplacée par la destination d'un serveur d'un attaquant. Et le risque, c'est une prise en main à distance premier niveau. Si vous hackez le niveau hardware, qui est le niveau 1, on va dire, la liaison entre le binaire et une interface graphique, si vous hackez ça, votre OS derrière, il va se faire trouver. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Donc moi, je vous recommande, si vous achetez un PC, notamment un PC portable, si vous voulez un PC pour vous protéger de la surveillance de masse, n'allez pas à Darty, à Boulanger, sur Amazon, acheter un PC neuf. Allez voir des PC qui seront beaucoup moins chers. Vous allez trouver pour moins de 100 €, pour une centaine d'euros, sur Le Bon Coin, sur eBay. Je privilégie quand même les achats Le Bon Coin en personne, en propre. Sur eBay, vous pouvez avoir des intermédiaires, le PC peut être envoyé, passer par une douane, et puis derrière, il y a plein de personnes qui vont l'ouvrir, on ne sait pas trop. Privilégier un petit papy, une petite mamie, un jeune, un moins jeune, qui a un PC, qui le vend, voilà. Moi, je vous recommande ça, donc prenez conscience vraiment de l'UEFI, c'est très très important. Aujourd'hui, quand je vois des nouveaux PC, c'est incroyable. L'UEFI se connecte, il tape les serveurs directs, on peut faire de la prise en main à distance avec les SAV professionnels du constructeur, ils prennent la main à distance sur le BIOS, enfin très très grave. On veut améliorer, on veut automatiser, on veut rendre l'outil mieux en termes de fonctionnalité, de gestion, de maintenance, mais finalement le risque de sécurité il est super élevé, donc ça c'est très très grave, j'insiste bien. Donc moi la recommandation, pour faire très clair, n'achetez pas vos PC neufs. N'achetez pas, si vous achetez des PC neufs, à la limite, s'il y a des anciennes versions encore vendues neuves, achetez-les, mais ne prenez pas des PC récents. Essayez d'être sur des PC, moi ce que je recommande le plus, c'est un vieux PC HP, un vieux PC Lenovo. J'ai tendance à moins recommander les PC portables Asus, en termes de caractéristiques, de performance. En termes de BIOS aussi, j'ai d'expérience, voilà, c'est pas ce que je recommande, libre à vous. Les Dell aussi, surtout que c'est très compliqué maintenant d'avoir des anciens Dell qui soient pas trop pourris. Moi, de mon expérience, si vous prenez des PC qui ont une petite dizaine d'années et donc qui ont des vieux BIOS, et plus le BIOS est vieux, plus la sécurité sera élevée. Alors attention, oui, vous pouvez avoir des files 0D dans des vieux BIOS qui n'ont pas été patchés, ça c'est une réalité, c'est vrai, totalement. Mais là, la faille 0D sur un BIOS, faut que la personne soit physiquement dessus. Ou alors, faut que votre PC soit connecté à Internet. Donc pour protéger un BIOS, vous isolez votre PC d'Internet, tout simplement. Et vous isolez votre PC de quelqu'un. Et là, votre faille 0D, elle est réglée. Si vous ne le connectez pas à Internet, il n'y a pas de souci. Pour le connecter à Internet, on va en venir... sans vous spoiler après, on passe par un système ultra isolé, ultra sécurisé, comme CubeOS, qui vous permet tout isoler, d'avoir une gestion d'internet qui est filtrée, isolée, avec des firewalls logiciels, et vous rajoutez à ça un firewall physique, et là, vous aurez beau avoir un PC qui a un vieux BIOS, potentiellement des failles 0D non patchées, qui seront jamais patchées. Si vous isolez votre connexion avec un firewall physique en entrée, un firewall logiciel sur votre OS et que vous avez un OS qui isole, vous aurez une plus grosse sécurité qu'avec un dernier PC, dernière version, qui est à jour, qui a peut-être moins de failles 0D, mais qui a énormément de backdoor de constructeurs. Et ça, vraiment, c'est pas négligeable du tout, il faut vraiment le souligner. Donc moi, je vous recommande notamment les Lenovo. Les Lenovo qui ont une dizaine d'années sont très bien. Vous pouvez taper des R400, des T400, des 200, des T250, S250, enfin bref, il y a plein de Lenovo qui ont une dizaine d'années. Vous allez les avoir pour moins de 100 € sur Le Bon Coin, 150 € maximum. Vous aurez des BIOS, vous n'aurez pas des UEFI et vous n'aurez pas des BIOS voilà, qui ont des UEFI, même si vous en trouvez ou même si vous avez des BIOS, ce sera des BIOS plus anciens qui n'auront pas du tout de fonctionnalité hardware physique, de prise en main à distance, de contrôle, etc. Et donc ça vous protégera énormément.
Voilà. Ensuite, on avance forcément les composants spécifiques, parce que là, on a parlé des BIOS, donc de la puce de la carte mère, mais on a aussi d'autres composants sur un PC. Sur un PC fixe ou sur un PC portable, on a aussi un risque. On a le risque des composants physiques. Ça peut être du disque dur, ça peut être du processeur, ça peut être du GPU, donc de la carte graphique. Ça peut être, techniquement, ça peut venir de tout, même d'une alimentation qui serait piratée, même si ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Le plus probable, c'est le disque dur et le processeur, ainsi qu'à la limite la carte graphique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Forcément, si vous achetez votre composant, comme j'ai dit, sur AliExpress ou sur Temu, vous savez pas d'où ils viennent, vous savez pas s'ils sont 100% officiels, vous savez pas si les drivers sont à jour, s'ils ont été mis dans l'art des choses, s'ils ont pas été mis à la volée, si c'est des vieilles versions que t'es mis, si elles ont pas été sécurisées. Bref, ça sort pas du constructeur, ça vous le savez, donc vous aurez de la merde. Globalement, c'est un peu ça vulgairement. Donc, faut faire très attention. Moi, je vous recommande pas d'aller sur ces sites-là, même pour un processeur. Ouais, mais c'est le même, il y a les mêmes caractéristiques et tout. Attention, vous allez vous retrouver avec des processeurs qui sont la matière techniquement sera de mauvaise qualité et pètera dans tous les cas, et le risque cyber sera plus élevé, surtout sur un disque dur AliExpress par exemple. Voilà, laissez tomber, hein. Il va péter, ça c'est sûr, mais en termes de risque de cybersécurité, mais là vous êtes au max. Le plus important, c'est le processeur. Alors, est-ce que c'est plus sécurisé d'être chez Intel ou AMD? La question forcément elle se pose, mais la réponse elle se trouve pas. Forcément, je peux pas vous répondre oui, je peux pas vous répondre non. Le risque cyber, et en l'occurrence le risque de surveillance de masse, sera le même dans tous les cas. J'ai tendance à ne pas faire confiance aux composants asiatiques, avec l'espionnage, Chine, Japon, avec le reste du monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que TSMC, la plus grosse entreprise de semi-conducteurs du monde, propose tous les semi-conducteurs du monde pratiquement. Vous avez un iPhone, ça vient de TSMC. Vous avez un PC, ça vient de TSMC. Nvidia, c'est la même chose. Bref, toutes nos puces sortent de ces usines. Donc, on serait dans tous les cas, HS, on serait dead. Donc, forcément, on subit, tant qu'on ne produit pas localement et de façon souveraine nos puces, on subira ce risque technologique d'une puce qui a un firmware dès le début, qui est corrompu, etc. et qui peut nous surveiller. Mais il faut pas le souligner, il faut pas l'oublier. Certes, on peut rien y faire, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas réduire le risque. Moi, ce que je vous conseil, c'est de mettre à jour, vos pilotes, vos périphériques, en l'occurrence pour le processeur, je parle. Donc on va avoir des pilotes, des drivers Intel, des drivers AMD. Vous pouvez les mettre à jour pour réduire les failles d'attaque 0D ou autre. Mais dans certains cas, sur certaines puces plus récentes, pareil, qui vont avoir des accès un petit peu plus spécifiques, mettre à jour peut être un peu dangereux. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur le sujet d'avant. Si vous voulez vraiment un PC très sécurisé, je vous recommanderais d'acheter un mini PC qui a une petite dizaine d'années, avec un petit i5 de 5e génération, pas très récent. Restez sur de l'ancien, le mettez pas trop à jour, sécurisez votre poste et vous serez quand même très très bien. Par contre, le sujet le plus important finalement, c'est les disques durs. Les disques durs, faites attention aux composants spécifiques. Les disques durs, quand vous en achetez un, vous achetez une marque de qualité, vous vérifiez que ça soit le fournisseur officiel. Vous faites attention qu'il n'y ait pas eu des écritures dessus. Donc quand vous le récupérez, vous faites un formatage directement. Vous le formatez avec un outil qui va formater, réécrire, qui va faire ça en 2-3 fois. La recommandation, c'est 3 fois minimum pour rendre illisible la lecture des anciennes données et potentiellement d'un programme qui pourrait être enfoui, et qui pourrait être un verre qui va infecter votre PC. Donc ça, c'est très très important. Un disque dur, ça se formate. Dans un second temps, vous regardez son état. S'il est à 40% de vie, ou soit c'est de la mauvaise qualité, vous faites rembourser, soit c'est que il y a des trucs qui ont tourné dessus et c'est pas juste votre formatage qui l'a cassé, il y a des trucs qui ont tourné dessus, donc pareil, vous le dégagez. Mais un disque dur, ça se formate une fois, 2 fois, 3 fois. Très très important, parce que sinon c'est un risque de sécurité énorme. Un firmware, un programme caché, et boum, vous sautez. Surveillance de masse, attaque cyber, vous sautez. C'était vraiment les 2 points sur un peu les composants spécifiques, sachant qu'on a déjà parlé des puces de BIOS, etc. Alors, pour revenir
sur le BIOS et pas sur la puce, attention, hein, c'est deux choses différentes, bah forcément, on a parlé des BIOS, on a parlé des UEFI, on a parlé des pilotes, là on va rentrer un peu dans le détail. Ce qui est assez intéressant, si vous voulez vraiment vous protéger de la surveillance de masse, ça va être donc, malheureusement, vous serez obligé d'avoir du TSMC, vous serez obligé d'avoir les composants et les PC qui viennent de Chine. C'est inévitable, en tout cas aujourd'hui en 2025, parce qu'on a très peu d'usines qui, outre TSMC, qui produisent. Comment on fait pour se protéger? Bah, j'aurai toujours mon i5 qui vient de là-bas, ma carte graphique qui vient de là-bas, mais mon BIOS, mon petit logiciel à l'intérieur, mon firmware, est-ce que je peux pas le changer? Eh bah oui. On va avoir deux solutions alternatives open source et sécurisées qui sont LibreBoot et CoreBoot. Ces deux solutions-là vont se rajouter sur la couche superficielle que rajoutent les constructeurs sur les PC. Vous avez une puce i5, une carte mère. Sur la carte mère, on va faire un BIOS. C'est TSMC par exemple qui va mettre un firmware compatible pour cette carte. On va l'appeler le BIOS. Ce firmware-là, initialement, il permet simplement de faire démarrer la carte. Mais la carte mère, elle a un processeur, elle a d'autres choses, et ça c'est le constructeur qui va le configurer, qui va le rajouter. Ils vont rajouter sur ce firmware primaire des informations secondaires. Ils vont rajouter un firmware constructeur. Quand vous allez avoir votre PC qui s'allume, il y aura marqué la marque de la carte ou non, ou simplement HP Protect, Lenovo Protect, etc. Ça c'est la deuxième couche. Et vous allez avoir des fois la couche bloatware, la couche dit contrôle, c'est-à-dire la couche du constructeur encore une fois, qui va lui permettre de faire sa mise à jour correctement, qui va lui permettre de se connecter à distance au BIOS, de faire du dépannage pour les professionnels, etc. Ça c'est la troisième couche. Donc du coup, on va avoir de la télémétrie, cette couche-là peut faire de la télémétrie. On va avoir des failles de sécurité dans des firmware, dans des pilotes constructeurs notamment. Là, je parle vraiment pour la partie BIOS, UEFI. Et en utilisant LibreBoot et CoreBoot qu'on peut installer en se mettant directement sur les puces du BIOS de votre carte mère. En fonction de certains modèles, c'est possible. Sur d'autres, c'est pas possible. Donc ça, c'est un sujet. Ça pourrait être une vidéo entière, encore une fois. Mais c'est super intéressant de le savoir. Donc aujourd'hui, en se branchant directement sur ces petites puces à l'arrière de votre PC avec des petites broches et un petit PC, un petit Raspberry Pi et des petits outils spécifiques, vous pouvez rajouter, réinjecter un firmware en plus du firmware basique qui sort de l'usine. Vous allez supprimer le firmware du constructeur et le rajouter par LibreBoot ou CoreBoot, ce qui va vous faire un démarrage plus rapide, un démarrage sans télémétrie, sans publicité ciblée ou faille de sécurité. En réalité, vous n'avez pas de publicité, mais vous allez avoir des informations constructeurs, des bloatware, du superflu constructeur. Et ça, on le supprime. En le supprimant, on supprime des failles, on supprime un risque et on supprime forcément le risque d'une surveillance massive d'un état ou d'un constructeur par le biais d'un état ou vice versa. On a aussi les BIOS génériques développés par des sociétés tierces comme AMI, on le voit souvent quand on démarre les PC. On a Phoenix Inside pour Intel, pour HP pardon. On va avoir les BIOS Intel, etc. Ceux-là, c'est des BIOS constructeurs génériques. Je suis un constructeur, je m'appelle Lenovo, je m'embête pas, je prends un BIOS générique, hop, ça marche. Je suis un constructeur, je veux pas un générique, je prends mon propre BIOS. HP, ils ont ça. Donc ils ont le Inside, je crois qu'il n'appartient pas à HP mais qui est utilisé majoritairement par eux, donc ils ont des contrats, des partenariats aussi entre eux. Les BIOS génériques, c'est pareil, c'est un peu mieux que du constructeur qui est ciblé constructeur parce que c'est plus ouvert, mais ça reste des BIOS qui sont gérés par des entreprises non open source et donc il y a un risque de sécurité lié à ce qu'ils en font et aux usages derrière qui peuvent être détournés. On a du coup forcément ça va de soi, mais les BIOS constructeurs, donc comme je vous ai dit, HP, Dell, Lenovo ont leurs propres produits aussi, mais dans certains cas ils utilisent des BIOS génériques. C'était surtout le cas notamment Inside et Phoenix pour les anciens PC HP. Ils avaient ces BIOS là. Maintenant ils ont je pense qu'ils ont un Inside modifié HP. HP Protect notamment propose ça. Et c'est là où c'est problématique en fait, c'est que sur les nouveaux modèles HP notamment, ils ont des BIOS constructeurs beaucoup plus restreints avec beaucoup plus de, ils mettent plus d'informations, ils sont beaucoup plus maîtres du matériel et donc ça crée des risques de sécurité, notamment pour de la surveillance de masse avec une backdoor qui serait méconnue, payée par un État pour surveiller. Et il y en a, il y en a eu, il y en aura. Et donc c'est pour ça que c'est pas à prendre à la légère. Ce que je vous dis là, c'est une information qui est très rare et qui est très très importante. Voilà. Donc voilà à peu près le tout pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir la protection software, la protection de notre système. Donc si on est sur Windows, si on est sur Linux, si on est sur macOS par exemple.
Alors forcément, pour se protéger de la surveillance de masse, on va avoir besoin forcément d'un système Linux pour l'open source, hein, ça va de soi, on n'ira jamais sur Windows. Vous pouvez aller sur Windows pour vous protéger, mais vous ne serez pas protégé de la surveillance de masse. On a beau faire un debloat, clear Windows, c'est très compliqué de se protéger, et même avec des outils où on peut créer notre propre version de Windows en supprimant des composants natifs de Windows, le problème c'est que quand on va avoir les mises à jour de Windows, souvent certains composants vont se réinstaller, certains scripts en arrière-plan vont être réinjectés, et donc finalement on ne pourra pas vraiment sur le long terme et à 100%, et encore moins en être sûr, se protéger de la surveillance de masse avec Windows. C'est vraiment le pire système d'exploitation en termes de télémétrie, d'enregistrement de données, que ça soit de l'enregistrement des frappes pour, à ce qui paraît, optimiser notre orthographe, alors qu'en réalité c'est un keylogger officiel quoi, mais ça choque personne. Entre autres, ça c'est quand même un truc de fou et personne n'en parle vraiment. Mais outre ça, vous avez la télémétrie classique, la connexion forcée au compte Microsoft, la synchronisation de toutes vos données de connexion, vos fichiers, fichiers de configuration Windows, bref, on en passe, à fuir. On part sur de l'open source, on part sur du Linux. Je vous recommande 2 systèmes principaux, voire 3. Vous pouvez prendre un petit Debian et pas un Ubuntu qui est quand même propriétaire malgré qu'il soit open source. Le code est ouvert mais appartient à une société, en l'occurrence pour Ubuntu. Debian, c'est pas le cas. Donc si vous voulez un petit OS simple et efficace, je vous propose un Debian. Vous avez pratiquement rien à faire parce qu'il n'y a pratiquement pas de télémétrie nativement, mais il y a un peu de configuration à faire pour se protéger. A contrario, vous allez avoir ma vidéo d'ailleurs sur Tails et sur CubeOS qui est disponible sur ma chaîne, partie 2 bientôt disponible pour CubeOS par ailleurs. Vous avez Tails Linux en l'occurrence qui vous permet d'avoir un système amnésique sur clé USB. Donc on ne le met pas sur votre disque dur, il n'y a pas d'échange de données avec votre disque dur directement, vous bootez sur la clé Tails, votre OS est sur la clé, vos fichiers sont pas enregistrés dès que vous fermez la session, tout se remet à zéro, tout se reset, vous pouvez enregistrer quelques fichiers au cas par cas avec une mémoire long terme, avec un mot de passe, mais sinon c'est un système amnésique, sécurisé, trafique uniquement par Tor ou via un VPN, et tout ça de façon sécurisée, chiffrée, et anonymisé, avec des outils open source, une suite LibreOffice, bref, on en viendra dans le reste de la vidéo. TailsOS, très bonne recommandation, surtout pour la surveillance de masse. Le risque, c'est que c'est une application qui est de plus en plus connue, qui pourrait être contrôlée par des États. On pourrait avoir, par exemple, leurs équipes qui seraient infiltrées avec un État qui mettrait des backdoors dans les mises à jour de Tails pour avoir quand même des accès. C'est le risque, malheureusement, de ces applications qui se démocratise de plus en plus. Voilà, donc faut le souligner. Alors qu'avec un Debian, bon, ça peut limite être plus intéressant de vous faire votre propre Tails avec un Debian. Ça serait peut-être même plus sécurisé pour pallier à ce risque justement étatique. Pour CubeOS, c'est pareil, hein, c'est un peu l'équivalent d'un Tails, sauf que lui il est pas en amnésique et il fonctionne par machine virtuelle. Il vous permet de faire 100% de l'isolation. Vous allez pouvoir tout isoler de A à Z et avoir une application qui a accès à Internet, une autre qui n'a pas accès à Internet, une application qui fait office de firewall, une application pour le web, une application pour une application, un Windows, une VM, une application, une VM. Isolation 100%, je recommande et j'en ai fait une vidéo et la partie 2 arrivera bientôt. Ensuite, on a le chiffrement. Pour continuer, il nous faut du chiffrement. Et oui, pour Linux, on peut utiliser des systèmes comme les Lux. Pour Windows, BitLocker, on chiffre à 100%. Pour Windows, on chiffre en AES 256 bits et pas en 128 bits, très important. Le 128 bits est difficile à casser, mais globalement cassable. C'est pas un chiffrement très solide, alors que le chiffrement 256 bits est quand même un chiffrement assez solide qui est la norme aujourd'hui. Donc pensez bien à chiffrer si vous êtes sous Windows pour vous protéger de la surveillance de masse, voire surtout de hacking, même c'est une protection pour vous, hein, pour qu'on n'ait pas accès à vos données directement en clair. Un chiffrement BitLocker en 256 bits est obligatoire et une vidéo est sur ma chaîne pour le passer en 256 bits parce que nativement il est en 128 sur BitLocker sur Windows. Très très important. Alors ça vous protégera pas de la surveillance de masse, mais c'est un pilier majeur pour globalement une protection contre la surveillance de masse. C'est-à-dire que le chiffrement de disque dur, c'est l'étape 1. Le chiffrement réseau, c'est l'étape 2. Le chiffrement applicatif, c'est l'étape... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est une question d'éléments et il faut les rajouter. Plus vous en avez,
plus vous les ajoutez, plus vous aurez l'accès à ce fameux Graal de la protection de la surveillance de masse complète, qui n'est pas complète, mais qui, petit bout par petit bout, vous permet d'avoir une sécurité la plus maximale possible. Les emails, c'est pareil, on les chiffre. Ça, c'est important pour la surveillance de masse. Chiffrez vos communications. On utilise des certificats MIM, on utilise de l'OpenPGP, on peut utiliser d'autres applications, des conteneurs de chiffrement en AES avec du 7-zip, avec du Z, plein d'applications. Mais on chiffre ces emails, on chiffre ces documents sur des disques durs externes, sur des clés USB, on chiffre nos systèmes d'exploitation, on chiffre nos serveurs, nos VM, très très important. Et puis le réseau, on chiffre notre réseau. Bah oui, parce que notre réseau personnel, notre réseau particulier à la maison, que vous ayez une box entreprise particulier ou professionnelle, votre fibre quand elle sort et quand elle rentre, elle n'est pas chiffrée. Et ça, il faut le savoir, c'est assez fou, mais les FAI n'ont pas la possibilité technique, ça coûterait trop cher de chiffrer et a priori, il n'y a pas le besoin, même si je pense qu'il y a le besoin. Votre trafic, il sort, si quelqu'un se met dans la rue avec les bons outils en sortie de votre box, au niveau des PBO, PB, des points de branchement, etc., il chope tout. Tout ce qui est pas chiffré. Alors tout ce qui est pas chiffré, on va dire que tout le trafic HTTPS, a priori, il le voit pas trop, quoique il peut quand même choper des choses, mais tout le reste qui transite sur le réseau, les périphériques, les connexions, les déconnexions, les logs, le trafic globalement entrant, TCP, UDP, globalement tout va passer. Si vous n'avez pas de chiffrement réseau, tout sort. Vos DNS, c'est pareil. Si vos DNS ils sont pas chiffrés, si vous avez les DNS de votre FAI, c'est un risque. C'est un risque pour vous retrouver, pour vous surveiller, pour vous contrôler. Parce qu'avec des DNS FAI, on vous contrôle. Un FAI, il interdit ce qu'il veut quand il veut et vous le subissez. Donc vous modifiez vos DNS, vous utilisez des DNS chiffrés avec des protocoles de chiffrement, c'est très important. Vous utilisez un VPN que vous mettez en entrée sur votre box. Vous utilisez un routeur pour gérer tout ça plus facilement. Gérer les connexions, gérer les autorisations, gérer la gestion et le déploiement des VPN. Vous mettez un VPN en entrée pour tous vos appareils. Pourquoi un VPN ? Le VPN vous anonymise, pas à 100%. Il vous anonymise premier niveau. Ça va pas vous empêcher d'être trouvable. On va vous trouver, c'est possible. Mais il protégera votre adresse IP d'acteurs malveillants pour du DDoS. Il va vous protéger pour quelqu'un de malveillant à premier niveau. Pour un gouvernement ou un État, il vous protégera pas. Par contre, ce qu'il va protéger, c'est qu'il va vous chiffrer les données. Si ce VPN-là ne collabore pas avec les autorités et que globalement vous êtes avec Mulvad, pour pas le citer, il n'y a pas de partenariat, encore une fois je le précise, et il n'y en a jamais eu d'ailleurs, il y aura un chiffrement. En l'occurrence, ces VPN là, ils chiffrent en AES 256 et Mulvad en 512 bits. AES 512, très très important pour chiffrer vos communications. C'est pas tant pour l'anonymat, mais c'est que quand vous avez un VPN chez vous, tout ce que vous faites, un mec se met avec les bons outils en sortie de votre box au point de branchement, il chope rien. Et ça, c'est le numéro 1. Parce que un État peut vous surveiller comme ça. Il n'a pas besoin d'être en bas dans votre rue. Il peut le faire directement à distance en tapant les serveurs des FAI en sortie directe sur vos lignes. Avec un VPN, il verra pas. Avec des DNS, il pourra pas vous bloquer et il verra pas vos recherches. Il pourra pas les loguer et les stocker et donc faire du profiling. Et si c'est chiffré et qu'en plus ce DNS là n'est pas contrôlé par votre État et est indépendant, là vous êtes vraiment sécurisé. Voilà. Donc ça c'était très important, la partie chiffrement matériel. Voilà, bon, ouais, matériel, donc plutôt software, un logiciel, système d'exploitation, réseau. Très très important. On a la gestion de la télémétrie, comme on l'a dit. La télémétrie, on l'a notamment sur Windows, on peut en avoir un peu sur Debian, enfin sur Linux globalement. On n'en a pratiquement pas. Il y a des petits services qu'on désactive. C'est pas de la télémétrie à proprement parler, c'est plutôt des applications un peu invasives qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Donc on pourrait faire une vidéo sur certaines distributions Linux, comment supprimer justement ce qu'on appellerait de la télémétrie, mais qui est en réalité du superflu. Mais c'est surtout sur Windows où c'est l'OS qui met en place le plus de télémétrie, même épuré, même en modifiant, même en faisant des versions comme on le fait avec Tiny 11 pour Windows, comme on peut le faire avec NT Lite qui permet de modifier Windows 10, Windows 11 et d'en faire des versions épurées, sécurisées. Comme je vous ai dit, une mise à jour et ça repart. Et même en épurant tout, il y a des choses qu'on peut dans le binaire même pas toucher directement, ou qui est très difficile et donc on pourra jamais épurer. Donc dans tous les cas, Windows, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous serez toujours 10 fois plus
plus surveillé que sur tous les autres systèmes open source. Sur tout ce qui est de la navigation, que vous soyez sur Windows ou sur Linux, faites attention, vous avez un navigateur, le WebRTC, faut le désactiver. Ça récolte des informations, même si vous avez un VPN, c'est une énorme faille, c'est une énorme backdoor à désactiver. Ça, il faut le savoir. Il faut privilégier donc des distributions comme Debian, Tails ou CubeOS qui sont vraiment à mon goût les meilleures distributions. Tails, CubeOS, Debian, que ce soit un Debian, un Fedora ou un PureOS, globalement tout va se jouer au cas par cas, les mises à jour, les matchs de kernel, etc. Mais globalement, si votre OS est 100% open source, pas propriétaire, allez-y les yeux fermés sur du Linux, faites une petite configuration, éteignez quelques services superflus et vous aurez déjà un système honnêtement 50-80% beaucoup plus safe que sur Windows. Ça, et même macOS, hein, parce que macOS est quand même mieux face à la télémétrie de Windows et de Microsoft, hein, du coup, mais n'est pas non plus à son coup d'essai. Hein, macOS avec iCloud notamment et les services Apple communiquent énormément d'informations au serveur d'Apple, donc c'est à peu près dans le même panier. Hein. Les gens qui disent ouais j'ai un Mac, je suis sécurisé, on peut rien savoir de moi. Non. Apple sont dans la communication, ont une façon de donner la confiance à leurs utilisateurs, mais sont assez similaires de Microsoft. Donc la finalité, open source, Linux. Les applicatifs, je pense que vous l'avez compris. Les applicatifs, on part sur de l'open source. On utilise un gestionnaire de mots de passe open source qui passe X, Windows, Linux. La suite Office, on arrête Microsoft, on arrête Teams, on arrête tout ça. J'ai fait une vidéo sur Infomaniac, on a la possibilité de passer et d'arrêter Google, d'arrêter iCloud, d'arrêter Dropbox, d'arrêter OneDrive. On arrête Microsoft, Apple, Google, on passe sur une solution comme Infomaniac en Suisse, souveraine, qui respecte le RGPD et le LPD, donc des directives européennes sur la gestion de nos données personnelles, qui ne revend pas nos données personnelles, qui ne va pas les analyser, qui ne va pas les utiliser pour enrichir son IA, qui ne va pas avoir des IA qui vont analyser nos photos et qui vont dans certains cas les supprimer si jamais il y a des erreurs et qui vont voir des contenus interdits ou autres. Utilisez ça, plus LibreOffice, plus ce qui passe, un email, un client lourd. Vous prenez pas Outlook? Ben non. Vous prenez pas le client lourd de votre Mac. D'ailleurs, faut pas un Mac. Prenez pas de Mac. Ou alors vous le mettez sur Linux. Mais bon, pas, sur les nouveaux, c'est impossible. Mais vous prenez un client open source comme Thunderbird. J'ai jamais l'accent, vous me connaissez de toute façon, mais c'est rigolo, ça en fait rire plus d'un, donc je continue. Donc vous prenez un client qui est open source. Et encore, celui-là, faut faire attention parce qu'avec Mozilla en ce moment, faut faire un peu attention. Mais ça reste open source, ça reste beaucoup mieux qu'un Outlook. Donc faites des choses comme ça. Très important, une suite Office libre, des applications open source, et honnêtement, vous allez me dire ouais mais l'UX, etc. Je connais pas machin. Non, il suffit de faire un peu, au bout de 2 jours, vous ferez tout le temps. Point. C'est une réalité. Honnêtement, c'est une réalité. Et puis il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez vous protéger de la surveillance de masse, bah voilà, faut se mettre un peu à jour, et encore un Thunderbird et un qui passe. Voilà, sur le PC du commun des mortels, un peu dans la tech, voilà, ça choque pas. Donc voilà, très important, j'insiste bien. Alors, les applications d'anonymisation. On a parlé d'anonymisation et il y a l'usage des anti-keyloggers. Donc ça c'est une application qui est méconnue mais qui est très importante. Moi je vous recommande d'avoir un applicatif dit anti-keylogger. Il en existe plein, il en existe des payants, des gratuits. En gros c'est un chiffreur de touches. C'est un chiffreur de touches logiciel. On ne chiffre pas les touches de manière hardware sur le clavier, on le chiffre en entrée. Donc le périphérique clavier est détecté et sur notre OS avec ce logiciel d'ouvert, quand on appuiera sur D, il va compter la touche D comme 5 touches T, W, Y en gros. Et donc il va chiffrer automatiquement comme ça. Ça c'est une bonne pratique pour se protéger de la surveillance de masse, une surveillance par keylogger, une surveillance par affichage de votre écran. Dans certains cas ça peut surveiller voilà, des cas très spécifiques. On parle pas de parano là, attention, mais je vais dans le détail jusque où on peut aller techniquement. C'est des cas très rares, ça touchera pas tout le monde, c'est vrai, mais il faut en avoir conscience. Et là, moi, je vais au bout des choses avec des choses très concrètes et très précises, techniquement parlant. Donc voilà, on utilise un anti-keylogger pour chiffrer, pour anonymiser, c'est surtout ça, on anonymise nos touches de frappe. Un VPN avec un WarriorGuard. Pourquoi ?
WireGuard, c'est un protocole, c'est un client lourd. C'est un client lourd et un protocole open source. On utilise WireGuard pour se connecter. OpenVPN, c'est la même chose en plus ancien. Open source, client lourd, c'est bien. On passe pas par un VPN comme le NordVPN. Déjà, ça sert à rien. Surtout pas pour se protéger de la surveillance de masse. On fait son propre VPN sur un VPS ou à la limite on prend des VPN très safe comme Mullvad qui nous protège énormément de la surveillance de masse avec des entrées et des sorties différentes, des protections contre les attaques quantiques et contre justement de la surveillance massive. C'est très important. On peut aussi anonymiser avec Tor Browser, avec le système Tor en l'occurrence, donc l'applicatif Tor Browser, un navigateur Tor via le système Tor. Encore une fois, à faire attention, de plus en plus de personnes ont tendance à dire que Tor est un petit peu relié au gouvernement de certains pays et donc serait plus aussi anonyme que ça. Aujourd'hui, c'est toujours un outil qui nous permet d'être anonyme. Est-ce que ça le sera toujours? Est-ce que ça l'est toujours autant? Voilà. Seul l'avenir et les informations pourront nous le dire, mais ça reste à ce jour quand même une solution d'anonymisation et de chiffrement. La suppression des métadonnées, c'est très important. Donc, on supprime nos métadonnées d'une image ou d'un document, par exemple via Exif, c'est même plutôt ça, parce que je confonds avec une autre appli, Exif Tools, qui en l'occurrence nous permet de supprimer des métadonnées d'une image, la date, l'heure, la localisation, la taille, le type d'appareil, le type d'angle, etc. Tout ça, ça vous permet de vous retrouver. Les applications, les plateformes en ligne, Twitter, YouTube, normalement les suppriment par défaut, mais souvent pas assez et souvent on peut les retrouver facilement. Donc pour vous protéger, vous envoyez une image, un document par email, même un document Word ou un TXT, vous le passez dans un outil similaire pour supprimer les métadonnées, pour ne pas savoir sur quel PC ça a été fait, à quelle heure ça a été fait, pour brouiller ces métadonnées, pour ne pas savoir toutes ces informations qui pourront vous ramener à vous. Et avec le hash notamment, on va pouvoir récupérer avec cette valeur-là, savoir qui, où et comment elle a été envoyée. Et c'est comme ça qu'on retrace une image. Notamment, aujourd'hui, il y a des projets qui sont en cours pour pouvoir retrouver des pédocriminels via des hashes d'images pédocriminels, et donc du coup avec un hash on pourra savoir si l'image est la même qu'une autre, si elle a été envoyée, de qui, comment, et c'est comme ça qu'on retrace un petit peu comme on le fait avec des empreintes digitales. Avec un hash d'une image on peut retracer jusqu'à quelqu'un ces informations là. Donc pour vous protéger il faut utiliser des applicatifs comme Exif Tools qui nous permettent d'anonymiser ces informations. On peut aussi utiliser différents PC, différentes VM pour différents usages. Vous pouvez avoir des PC pour la vie de tous les jours, un PC pour des recherches internet, un PC pour du gaming, un PC pour de la bureautique. C'est compliqué, ça peut se faire, et sinon vous pouvez très bien faire un petit PC qui fait office de serveur, vous mettez un Proxmox dessus, une VM pour Windows, une VM pour Linux, une VM pour le jeu, et vous switchez. Vous aurez des Mac qui sont différentes, des Mac qui peuvent être aussi modifiés via Proxmox, vous aurez la possibilité d'isoler, vous pouvez même faire des conteneurs pour certaines applications, et en faisant ça, ça sera beaucoup plus compliqué de vous retrouver et de récupérer vos métadonnées. Vous allez brouiller les pistes. Vous pouvez aussi utiliser avec ces différents PC des connexions différentes, des VPN différentes, des localisations différentes, des heures différentes, des langages de systèmes différents, forcément pour brouiller les pistes, utiliser un PC sous Linux avec de l'allemand comme langue principale, et comme ça sera plus compliqué en récupérant des métadonnées même de navigateur. La personne se dire ah bah c'est un allemand en Allemagne avec une IP allemande, ok on n'est pas sur la bonne personne. Voilà, brouiller les pistes, jouer à fond si vous voulez vous protéger, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et encore une fois, Tor Browser vous aidera énormément à ce niveau-là. Même si vous n'utilisez pas le réseau internet Tor Browser, directement, vous avez le navigateur qui est quand même très sécurisé, qui a un Mozilla en fait, un Firefox épuré de tout bloatware et qui est vraiment top en termes de sécurité. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite on a la protection réseau, la partie très très importante, protection réseau. Donc pareil, pour du chiffrement, je vous l'ai dit, chiffrement logiciel, chiffrement réseau, très très important. En l'occurrence, on va chiffrer en AES 256 bits au niveau de notre VPN. On peut monter d'ailleurs en 500 bits pour certains VPN. On va se mettre en WPA3 entreprise pour avoir justement cet accès à la clé 256 bits, en tout cas sur notre réseau Wi-Fi. Très très important. Le WPA3 justement est en AES 256 bits. On va whitelister son réseau. On va utiliser un routeur très important pour la surveillance de masse. N'utilisez
jamais, au grand jamais, la box de votre FAI. La box de votre FAI, vous l'utilisez en entrée pour votre réseau optique. Le réseau de fibre optique, si vous êtes en fibre et normalement vous l'êtes, il y a plus de cuivre. Vous utilisez votre box pour traiter le fibre optique, ressortir un LAN, un câble, un WAN d'ailleurs. Un câble RJ45 vers votre routeur qui va alimenter votre routeur. Le routeur, lui, va gérer votre réseau local, va gérer les permissions, va gérer le Wi-Fi. Vous désactivez le Wi-Fi sur votre box et la box ne servira qu'à traiter le traitement optique de la fibre optique en RJ45 pour alimenter votre routeur. Le routeur va gérer la configuration DNS, la modification DNS avec chiffrement, la gestion du VPN et la gestion en l'occurrence d'une whitelist MAC, donc c'est-à-dire autoriser que certains périphériques sur votre réseau. Et je vous recommande de désactiver le 2,4 GHz et d'utiliser le 5 GHz pour deux raisons. Le protocole d'onde est plus rapide mais ne fonctionnera beaucoup moins bien sur des longues distances. C'est-à-dire que si vous avez des murs et que vous êtes de l'autre côté du mur en 2,4 GHz, vous allez capter beaucoup mieux derrière le mur. En 5 GHz, vous allez capter beaucoup moins et donc beaucoup moins loin. Et donc si vous êtes en full 5 GHz, vous réduisez la possibilité que votre réseau soit accessible à distance par un voisin ou quelqu'un dans la rue. Et donc vous allez sécuriser comme ça votre réseau internet. Vous pouvez aussi gérer les canaux, les différents canaux pour sélectionner des canaux qui sont plus ou moins utilisés ou moins utilisés. Pareil pour sécuriser le réseau. Donc ça c'est vraiment en résumé, je l'ai fait assez rapidement parce qu'on parle beaucoup, mais c'est vraiment un point qui est très très important. Ensuite, on a le firewall. Vous allez avoir un firewall sur Windows, vous allez avoir un firewall sur votre FAI. Nativement, il n'est pas activé, mais vous pouvez l'activer. Moi, je vous conseille d'avoir le firewall logiciel de votre routeur que vous achetez qui est spécifique. Pareil pour le routeur, vous pouvez faire votre propre routeur. Il suffit de faire un PC avec deux entrées RJ45, une entrée de la box FAI, une sortie pour un PC ou autre qui va connecter le routeur. Et un routeur, vous pouvez en avoir. Il y a plein d'applications spécifiques, plein de systèmes open source pour effectuer son propre routeur. En l'occurrence, si on fait son propre firewall, et je vous recommande d'avoir un firewall sur le routeur logiciel, mais surtout un firewall physique, c'est-à-dire un mini PC. Vous mettez un OPN Sense dessus, qui est une petite distribution qui est open source et qui vous permet d'avoir un véritable firewall, deux entrées RJ45, une de la box ou du routeur. Ensuite, vous sortez sur le routeur après être passé sur le boîtier. C'est un boîtier intermédiaire qui va récupérer l'entrée réseau et faire la transition entre l'entrée réseau de votre box FAI et l'entrée réseau dans votre routeur. C'est vraiment l'intermédiaire. Et en gros, c'est la porte d'entrée, c'est le vigile quoi. Et lui, il va récupérer le flux, il va regarder sa liste d'IP. Si l'IP elle est dans la liste, il la blacklist. Si elle n'est pas, il la laisse passer. S'il y a des caractéristiques qui sont bloquées, il les bloque. Pareil pour les noms de domaine. Ça, c'est super important pour la surveillance de masse, pour la protection cyber. C'est le point numéro 1. On pourra faire des vidéos pour faire son propre routeur et son propre firewall soi-même avec un mini PC à peine 100 €. Ça sera avec plaisir. Et puis voilà, pour le routeur, je vous ai un peu spoilé, comme à mon habitude, vous me connaissez. On n'utilise surtout pas la box comme routeur principal parce qu'elle dispose de son propre OS, ses propres firmware, et il est possible que certains de ses pilotes puissent créer des failles ou qu'il y ait déjà des failles 0D. Ça, c'est vraiment le point noir. On utilise son propre routeur. Donc il y a différents modèles qui sont à l'achat, mais le mieux c'est de créer son propre modèle et de pas en acheter un. Si vous achetez quand même un routeur MSI, Asus ou autre, c'est déjà beaucoup mieux, mais l'étape encore au-dessus, c'est d'avoir son propre PC avec son OS de routeur tout simplement. Donc vous avez le OpenWRT qui est une distribution Linux minimaliste pour le matériel embarqué, donc pour les routeurs, les tablettes, etc., qui vous permet de faire votre propre routeur. Et puis pour terminer la vidéo, des petites statistiques un peu sur la cybersécurité qui sont assez affolantes. En 2015, il y avait une étude d'Avast qui avait montré que 36,5% des réseaux Wi-Fi étaient accessibles sans aucun mot de passe. Donc ça fait très très peur. Et que 61,5% des réseaux protégés utilisaient des méthodes de cryptage obsolètes, comme le WEP et pas de WPA2. Obsolète par ailleurs à moitié, et encore moins de WPA3, et ça fait très très peur. Et donc c'est la même chose. Donc voilà, vous voyez 36,5% en 2015, et en 2015 c'était 61,5% qui avaient des critères de protocole obsolètes. Donc c'est assez fou. Et puis pour terminer vraiment rapidement, on va continuer avec la partie un peu bonus, un peu extra. Alors pour la dernière partie,
Ça va être assez intéressant, donc c'est un petit peu les extras là, dont je vous avais parlé, mais c'est un sujet qui est finalement super passionnant et il y a très très peu de personnes qui arrivent à avoir cette information, qui connaissent ce genre de système et qui a réellement des risques. Alors, du coup, je vais pas vous lire le texte globalement, ce qu'il faut comprendre c'est que le risque principal dans votre cas avec un PC en termes de surveillance de masse, ça va être la fuite électromagnétique notamment par votre PC. Alors si vous avez un écran déporté avec notamment du HDMI, il y a des analyses, des tests qui ont été faits sur des fuites électromagnétiques liées au HDMI qui permettent de récupérer la totalité de votre écran à distance via une petite centaine, 200 mètres à peu près. Et ça, il faut le savoir, c'est réel, c'est du concret, il y a des vidéos en ligne qui vous le montrent. Vous pouvez, avec un câble HDMI, une petite antenne à 5$, récupérer la totalité de l'affichage de votre écran, mot de passe, tout type d'affichage de l'écran, toutes les informations à une petite centaine de mètres. Des services de renseignement peuvent le faire, c'est du cas très particulier, c'est vrai, mais il faut le savoir, c'est une technique qui peut être utilisée, qui est utilisée dans certains cas. On peut avoir aussi les fuites électromagnétiques des câbles Ethernet, on peut avoir donc une fuite d'informations via du câble RJ45, qu'on soit sur du 4.6, sur du 4.7, on peut avoir une fuite si on n'a pas des câbles qui sont dits blindés avec une protection contre les rayonnements électromagnétiques. C'est aussi pour ça que les bonnes pratiques sont de mettre des câbles RJ45 loin de câbles électriques pour éviter ces rayonnements électromagnétiques qui peuvent réduire la vitesse du signal, mais qui peuvent aussi, en l'occurrence si on ne blinde pas le câble, faire ces fameuses fuites électromagnétiques qui peuvent nous permettre de récupérer de l'information. Donc ça, il faut le savoir. Malgré tout, il faut le savoir, même avec du filaire, on n'est pas 100% protégé, malgré que ça soit vraiment des attaques très ciblées, très spécifiques et qui concerneront pas monsieur et madame tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, utilisez du coup des câbles HDMI blindés, RJ45 blindés. Donc, comme on le voit en haut, pareil, le Wi-Fi, il faut faire attention, le Bluetooth c'est pareil, Wi-Fi ça peut s'intercepter, on peut attaquer votre réseau, récupérer des paquets, d'où l'importance de chiffrer, de sécuriser son réseau, d'avoir un routeur, d'avoir un firewall. Tout s'imbrique, tout, on comprend tout. Le Bluetooth pareil, on l'utilise pas, ça peut être très dangereux, c'est censé être sécurisé, c'est difficile à sécuriser, c'est beaucoup utilisé, c'est facile à utiliser, donc on désactive sur le PC, on désactive le pilote du Bluetooth, on désinstalle carrément des pilotes pour éviter tout problème. On n'a pas forcément le risque, comme j'ai dit, d'interception des ondes par des appareils électroniques. Alors, moi, je vous ai parlé d'écran, ça peut être des claviers, ça peut être très dangereux, notamment pour les attaques keylogger, avec des claviers sans fil qui fonctionnent avec des dongles, avec des ondes. On peut avoir des interceptions et ça peut pareil, ça peut être automatisé pour de la surveillance de masse aussi, pour de l'attaque cyber, etc. Donc très très important, ne jamais avoir de clavier sans fil, ne jamais avoir de casque sans fil aussi, de casque Bluetooth encore moins, ça va de soi avec ce que je viens de dire. Ça, il faut faire très attention, malgré que ça soit des cas très particuliers. C'est pour ça que c'est un bonus, voilà. Mais il faut savoir que ces techniques existent. Et puis voilà, c'est à peu près les grandes lignes importantes à souligner à ce niveau-là. Alors pour supprimer les traces, pareil, il faut utiliser des outils comme Eraser, comme KillDisk, ActiveKillDisk, etc., qui vont permettre de faire une suppression, par exemple de disques durs, de clés USB, etc. Quand vous supprimez de la donnée, vous faites un supprimer rapidement ou autre, ça va supprimer en fait la liaison des fichiers. En fait, vous avez le fichier cible et vous avez les appels de fichiers. C'est-à-dire, pour que le disque puisse retrouver un fichier, il a une zone où il stocke le fichier et il a une métadonnée qui lui permet de savoir où elle est stockée. Quand vous faites un effaçage rapide, cette métadonnée qui lui permet de trouver le fichier physique, elle est supprimée. Mais le fichier physique est toujours présent sur le disque, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est plus affiché, mais il existe toujours. Et avec des outils qui permettent de régénérer ce petit fichier qui permet de trouver la voie du fameux fichier physique, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais en tout cas avec des outils qui permettent de régénérer les fichiers qui vont indiquer le sens d'accès des fichiers physiques de stockage, on récupère comme ça des informations sur des disques qui ont été supprimés en suppression rapide ou sans suppression protégée.
Pour faire une suppression protégée, on utilise des outils dont je vous ai parlé qui vont vous permettre d'anonymiser, de sécuriser et qui vont supprimer les fichiers d'appel et les fichiers physiques. Et comment ils vont procéder? Ils vont faire différentes couches d'effacement. Ils vont effacer une fois, ils vont réécrire de la donnée pour brouiller tout ça et ils vont réeffacer une fois ou une deuxième fois. Donc ça marche en 3, 4, 5, 6 effacements. On peut aller beaucoup plus loin. Il y a des techniques à 15, 28, enfin bref, il y a des trucs de fou. Et c'est comme ça que on sécurise des disques, notamment en data center ou en milieu entreprise. Voilà. Pareil pour la suppression de traces, ça va marcher aussi avec tout ce qui va être métadonnées. Donc on peut utiliser des applicatifs pareil pour effacer de la métadonnée sur des images, sur des documents, etc. Et c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, ça va dans la technique effacement, suppression de métadonnées ou de fichiers directement. Et bien sûr, ça va de soi avec tout ce qui est chiffrement. Directement de la donnée, comme je l'ai dit, avec du BitLocker, avec des Lux, avec du FileVault, notamment utilisé chez macOS, Lux pour Linux, BitLocker pour Windows. Voilà, notamment. VeraCrypt aussi Windows, ça marche bien aussi, tout simplement. Les métadonnées, là j'ai fait une petite partie 100% métadonnées, mais c'est ça, les photos, on les Exif Tools, Exit Cleaner, il y a plein de solutions, des gratuites, des payantes, complets, etc. Mais il y a plein de solutions. Supprimer les métadonnées d'une photo, c'est supprimer le nom, le prénom, la localisation, l'appareil, le système, l'adresse, l'heure précise, le type d'angle d'appareil, d'angle de vue, etc. Tout plein d'informations qui peuvent vous retrouver. On peut faire pareil avec des documents, avec du PDF, avec du Word, avec certaines applications, avec des fichiers zip, avec des PDF. On peut tout faire et il faut bien tout nettoyer. Pareil en ligne avec votre navigateur. Utilisez des navigateurs qui vont anonymiser vos métadonnées, les protéger, utiliser des VM à la limite pour vraiment que ça marche bien. Avec une VM, vous allez vraiment beaucoup plus anonymiser vos données. Utiliser des langues différentes sur vos systèmes, sur vos navigateurs, des IP modifiés, des résolutions d'écran qui sont différentes aussi pour brouiller justement toutes ces métadonnées à la navigation sur le web. Désactiver le WebRTC, ça c'est aussi super important et ça vous permettra globalement de protéger un petit peu mieux vos métadonnées. Et encore une fois, la meilleure des solutions, c'est d'isoler les usages avec différents PC pour différents usages. C'est vraiment ce qui sera aujourd'hui le mieux en termes de protection de métadonnées. Et l'anonymisation, on anonymise globalement, donc plutôt contexte réseau, etc. Ça veut dire plein de protections à tous les niveaux, du VPN, du Tor comme je vous ai dit, des systèmes d'exploitation open source, du Tails, du CubeOS, du Debian à la limite aussi qui est bien. On utilise des couches de suppression pour les photos, pour les documents. Comme je viens de vous dire avant, en fait, on fait un petit résumé. On utilise des adresses email non traçables, donc ça peut être des emails jetables, ça peut être des emails qui sont pas des emails de GAFAM, ça peut être les emails temporaires sont vraiment bien, ça peut être des redirections d'emails aussi. On utilise un email temporaire mais qui redirige sur un autre email. Il y a plein de petites choses aussi comme ça. Donc après, forcément, on limite comportement horaire. Bon, ça c'est plus dans le style de vie finalement. Le plus important, parce qu'on est dans le domaine de l'informatique, c'est surtout de faire attention, avoir un PC pour tout, limiter les usages, isoler les usages, faire attention tout le temps et dans la parano et finalement il y a que ça finalement en règle de base. Pour finir, j'ai voulu mettre 2 téléphones, c'est pas la meilleure qualité de téléphone, j'ai pas voulu mettre de vraies images, c'est des pictogrammes. Faites attention aussi, la surveillance de masse s'effectue forcément par téléphone. Vous pouvez acheter donc des petits caissons qui coûtent une petite dizaine d'euros même sur Amazon, des petites pochettes en fait qui vont bloquer les ondes émettrices et même les ondes de premier niveau, donc les ondes que vous allez pouvoir contacter même sans carte SIM pour appeler les secours, parce que oui, votre téléphone peut et accepte de contacter certaines ondes sans carte SIM pour appeler les secours, on peut contacter les antennes radio. C'est pour ça qu'on dit que votre téléphone est traçable même s'il n'a pas de carte SIM, parce qu'il peut quand même contacter des antennes relais et donc vous pouvez le protéger en le mettant dans une petite pochette avec un revêtement spécifique qui fait une cage de Faraday qui bloque sa connexion. On peut pas le contacter, il peut pas émettre et donc faut faire attention aussi à ça. Le téléphone malheureusement c'est un OS qui est beaucoup plus propriétaire. On peut pas réinstaller facilement son téléphone comme on réinstalle un Windows et on modifie son Windows. On peut le jailbreaker, on peut router un Android, c'est vrai. Mais si on le fait pas, ça peut être compliqué, on peut vite perdre la main. Et si on le fait, il faut bien suivre derrière. Donc il y a des OS comme GraphenOS, PureOS qui permettent de proposer des systèmes libres
des OS open source sur Linux, à savoir que Android c'est du Linux à la base, hein, c'est un kernel Linux, mais malgré tout il y a quand même beaucoup de télémétrie sur ces OS là et sur la téléphonie, et c'est le gros point faible, et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça à la fin de cette vidéo, parler un petit peu de téléphonie. Et donc là, si je reviens un petit peu, on va revenir un petit peu sur la fin de tout ça. Ça c'est une belle image de main. Donc voilà, faites attention aussi avec la téléphonie, c'est finalement le facteur numéro 1 de surveillance de masse, le plus facile aussi pour les États. La finalité, c'est qu'on se protégera beaucoup mieux via nos PC, via notre réseau, que via notre téléphone, qui est beaucoup plus difficile à gérer, à maintenir, et à moins d'avoir, comme je vous ai dit, un OS avec un Graphene OS ou un Pure OS, une version téléphone Linux qui est open source et beaucoup plus sécurisée. Donc vous l'aurez compris, aucune solution n'est unique et fonctionnelle à 100% pour se protéger finalement de cette surveillance de masse, mais globalement tous ces éléments réunis dans ce long guide complet contre la surveillance de masse vous permettent d'y voir plus clair, de comprendre mieux les enjeux, de comprendre mieux jusqu'où peuvent aller certaines techniques, hein. Finalement peut-être qu'il y a des choses, ça vous aurait pas parlé, vous auriez pas pu y croire initialement avant cette vidéo. L'idée c'est de vous éveiller à ce niveau là, c'est pas de vous rendre parano. Techniquement c'est fonctionnel, techniquement et fondamentalement c'est utilisé par les équipes de renseignement français. Voilà, il faut le savoir, c'était le tuto complet que je voulais vous faire et que je vous avais promis, donc j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et pour débattre avec moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.